Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. Bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes bien sûr eurodéputée et présidente du mouvement Identité Liberté. Avant d'évoquer le coup de chaud à l'Assemblée nationale avec la réforme de l'audiovisuel public rejetée d'emblée hier, parlons du coup de chaud sur toute la France et de ses conséquences avec plus de 1300 écoles fermées. Vous avez évoqué hier un non-sens français. Attendez, le coup de chaud, c'est la faute du gouvernement, vraiment ? Non, c'est pas ça. Si vous voulez, c'est qu'on a vraiment le sentiment que rien ne marche dans ce pays, pas même la gestion de la climatisation, quoi. C'est quand même affligeant. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui, on est capable de l'anticiper qu'il va y avoir un coup de chaud sur la France, et on n'est pas capable de faire en sorte que les étudiants et les élèves puissent voilà, être en classe dans de bonnes conditions, sur des prétextes qui sont totalement fallacieux, parce qu'on nous explique que la climatisation ferait augmenter le taux, on va dire, de carbone dans l'atmosphère, alors qu'on sait que c'est un système électrique et qu'aujourd'hui, l'immense majorité de l'électricité française est fournie par le nucléaire, Donc, qui est une énergie décarbonée. Lorsque Voilà. Marine Tondelier répond à Marine Le Pen qui promet un grand plan climatisation, et Marine Tondelier qui ironise sur le programme écologique du RN et donc le vôtre en disant acheter des climatiseurs, c'est bien ça votre programme écologique ? Oui, mais parce que lui répondez-vous, répondez-vous ? on se cache derrière de l'idéologie au prix de l'efficacité sociale, au prix du bien-être de nos enfants. Voilà, on voit des pays qui sont des pays tout à fait raisonnables. Je pense aux États-Unis qui ont un taux de climatisation de 90%, à l'Italie près de 70%. Voilà, en France, je crois qu'on est autour de 25%. C'est quand même dans un grand pays comme la France, quoi, pas capable. Et ce qui me fait rire surtout, c'est que j'imagine tous ces fonctionnaires à l'origine de ces décisions qui, eux, sont planqués dans des bureaux bien climatisés et qui imposent aux enfants d'être à 30 dans des classes avec 37 degrés à l'extérieur sans climatisation. Donc tout ça est quand même une belle hypocrisie. Il y a en tous les cas des coups de chaud localisés, si je puis dire. C'était le cas hier à l'Assemblée nationale avec une réforme de l'audiovisuel public rejetée d'emblée. Marion Maréchal à la surprise générale. Le Rassemblement national d'ailleurs a joint ses voix à celles de la gauche pour des questions techniques face au rang clairsemé de la coalition gouvernementale. Est-ce qu'en clair, cette réforme de l'audiovisuel public, elle est impossible ? Elle n'arrivera pas. Je crois qu'elle sera en tout cas extrêmement compliquée. C'était une petite loi bien insatisfaisante pour moi, parce que vous savez que moi je défends la privatisation de l'audiovisuel Et pas la public. suppression. Oui, la privatisation, tout à fait, et, qui coûte chaque année, je le rappelle, quand même près de 4 milliards d'euros, qui pose un certain nombre de sujets, puisque la question de la rencontre avec le public, mais la question aussi aujourd'hui d'une propagande d'État à certains égards, une espèce de conformisme de gauche qui m'interpelle. Vous savez, il y a quelques heures de cela, nous avons eu une interpellation mutuelle avec monsieur Mathieu Pigasse, vous savez, qui est un millionnaire de gauche, qui est actionnaire. Qui vous reprochez, j'explique en quelques mots, d'avoir été épargné par le service public, contrairement, dites-vous, à d'autres comme Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Stérin. Et vous estimez que Pigasse est épargné en raison de ses engagements à gauche. Il vous a répondu, mais moi j'assume. Moi, mes valeurs, c'est la liberté, c'est l'égalité. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a là un millionnaire en effet, qui s'affiche de gauche, qui dit explicitement dans la presse, moi je mets mon argent au service de la défense. Pas interdit. En effet, mais absolument pas. Il est d'ailleurs actionnaire dans un certain nombre de médias comme Le Monde, comme l'Obs, comme le Huffington Post. Mais l'autre sujet en revanche, c'est qu'il est aussi, à travers une de ses holdings, producteur d'un certain nombre d'émissions de service public, notamment sur France 5, comme C'est à vous, comme C'est dans l'air. Et là, je m'étonne que le service public ne s'attarde pas à faire des caches investigations pour savoir pourquoi il y a aujourd'hui des millionnaires de gauche qui utilisent leur argent pour défendre leurs idées et l'assument comme tel. Vous savez, c'est un peu comme dans le chasseur des inconnus. Il y a le bon et le mauvais chasseur, il y a le bon et le mauvais millionnaire. Voilà, le bon millionnaire, c'est celui de gauche qui met son argent au service de ses idées pour donner des leçons aux Français. Et puis, il y a le mauvais milliardaire ou millionnaire qui est celui de droite. En l'occurrence, Pierre-Édouard Stérin, Bolloré, où là, évidemment, on a une offensive générale sur France Info, sur France Inter, pour dénoncer le fait qu'il y ait des hommes de droite qui défendent leurs idées. Et vous demandez une exigence de pluralité que l'on peut entendre, mais en quoi ce n'est pas, notamment de votre part, une volonté de mettre au pas la télévision et la radio publique ? En d'autres termes, si le RNO arrive au pouvoir demain, qu'est-ce qui garantit que le service public sera encore libre ? Non, mais déjà, première chose, moi je ne suis absolument pas contre que des gens puissent investir leur argent privé dans des initiatives privées et des médias privés libres ensuite aux différents publics de lire ou d'acheter. Maintenant, je demande l'égalité de traitement, une fois de plus. Je trouve étonnant quand même qu'il y ait aujourd'hui des médias qui bénéficient très largement de subventions publiques alors qu'ils mourraient sans cela. Je pense notamment à l'Humanité, quand il y a d'autres médias, par exemple Valeurs Actuelles, qui n'en bénéficient pas du tout. Donc on voit bien qu'il y a un deux poids deux mesures. On a donc des commissions d'enquête pour interpeller Pierre-Édouard Stérin, donc ce millionnaire de droite, pour savoir ce qu'il fait de son argent, en lui reprochant notamment d'investir dans des initiatives culturelles. On ne trouve rien à dire, par exemple, au fait que M. Pigasse, lui, investisse dans des grands événements culturels comme Rock en scène ou les Européennes de Besançon. Voilà, donc une fois de plus, on a le sentiment que, notamment à travers le service public, il y a une tolérance vis-à-vis de ceux qui défendent cette idée de gauche et une intolérance absolue quand des gens de droite veulent défendre leurs idées. Moi, maintenant, je crois à un service public
si tant est qu'il devait se poursuivre, qui investissent dans le pluralisme et dans la neutralité. Pluralisme et liberté. Alors là, malheureusement, Marion Maréchal, il n'est pas question de liberté, pas encore malheureusement pour Boualem Sansal, ni pour notre confrère journaliste Christophe Glaise, emprisonné et condamné à 7 ans de prison en Algérie pour apologie de terrorisme. Alors Paris dit regretter cette lourde condamnation pour ce journaliste. On attend de connaître aujourd'hui le sort de Boualem Sansal. Entre riposte graduée ou méthode forte, est-ce qu'on est démuni face à Alger aujourd'hui? Non, mais il n'y a jamais eu de riposte graduée. Voilà, disons-le. La seule chose qu'il y a eu, c'est la diplomatie à genoux. Depuis maintenant 1 an, on a eu de cesse d'avoir un gouvernement qui nous expliquait qu'il fallait rien dire, qu'il fallait pas faire de vagues. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Si on est gentil avec l'Algérie, ils vont revenir à la raison. La réalité, c'est que plus l'Algérie aujourd'hui prend en otage des Français, plus elle nous crache au visage, plus elle nous humilie publiquement, et plus on naturalise ses ressortissants, plus on accorde des titres de séjour à ses ressortissants. Je veux dire, les chiffres de l'immigration aujourd'hui parlent d'eux-mêmes. Le ministre de l'Intérieur a haussé le ton. Alger s'est braqué en faisant de Bruno Retailleau une cible, en mobilisant une partie de sa population contre la France. Est-ce que vraiment la méthode forte pourrait payer, selon vous? La conséquence de cela, dans les faits, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie est la 2e nationalité qui a obtenu le plus de titres de séjour durant l'année 2024. Qu'il y a eu d'ailleurs un record de titres de séjour accordés. Je vous parle aussi des naturalisations, et en particulier pour l'Algérie. Donc je veux dire, cette réponse graduée, elle n'a jamais existé. On n'a pas vu de consulat fermé, on n'a pas vu les fameuses amendes qui auraient dû être mises sur Air Algérie, on n'a pas vu l'arrêt total des visas. Les visas ont continué d'être accordés, y compris d'ailleurs les visas diplomatiques. On n'a rien vu non plus sur le plan de la récupération de la dette liée aux dépenses de santé dues par des Algériens en France, près de 40 millions aujourd'hui d'euros de dette. Voilà. Et donc, vous aurez été pour la fermeture du robinet, la méthode forte, quelles que soient les conséquences. Je constate qu'une fois de plus, la diplomatie à genoux qui a été celle du gouvernement depuis 1 an, je n'accuse pas, je ne jette pas, je ne veux pas acculer M. Retailleau, mais je constate qu'il est en tout cas prisonnier d'un gouvernement qui ne l'a pas suivi sur ce fait. Et la conséquence de cela, c'est qu'aujourd'hui, Boualem Sansal, malade, et qui sera probablement, malheureusement, je le crains, derrière les barreaux très longtemps. Quand on est député français et qu'on a une origine, un lien avec un autre pays, en l'occurrence de l'autre côté de la Méditerranée, est-ce qu'on peut embrasser de manière, affective son drapeau? C'est le cas de Sébastien Delogu qui a affirmé, qui s'est vanté d'avoir embrassé le drapeau algérien. Non, mais c'est, si vous voulez, le contexte dans lequel il mène cette opération est particulièrement honteux. Voilà, nous sommes dans un conflit ouvert et extrêmement grave avec le gouvernement algérien. Nous avons aujourd'hui 2 Français, puisqu'il y a en l'occurrence Boualem Sansal, là, la gauche ne dit rien parce qu'il est considéré comme d'extrême droite et islamophobe pour avoir simplement défendu la liberté d'expression, et un autre journaliste, pourtant plutôt de gauche, celui-ci, mais bizarrement, la gauche, là, ne s'est pas trop levée, mal à l'aise au fait de critiquer le gouvernement algérien. Et la conséquence de cela, c'est qu'on a aujourd'hui des députés qui, je considère, moi, je vous le dis, comme Rima Hassan, être des Français de papier. Voilà, c'est des gens, ils ont la carte d'identité française. De papier? Oui, de papier. Ça va faire beaucoup réagir. Pourquoi cette expression? Très simplement parce que je pense que ces leur nationalité, leur citoyenneté. La démonstration qu'aujourd'hui, nous avons une politique de naturalisation, d'obtention de la nationalité beaucoup trop laxiste, trop peu exigeante, puisque des gens comme M. Delogu ou Mme Rima Hassan l'ont obtenue pour en faire quoi? C'est-à-dire pour aller faire l'apologie de régimes qui aujourd'hui crachent sur la France. Donc ce ne sont pas de bons Français à vos yeux? Excusez-moi, je ne sais pas ce qu'a aujourd'hui de Français Rima Hassan, à part la carte d'identité, quand je la vois à mes côtés au Parlement européen, parce que vous savez qu'elle est députée européenne aujourd'hui. Depuis 1 an, j'ai regardé l'ensemble de ses interventions, elle n'a pas parlé une seule fois d'autre chose que du sujet du conflit israélo-palestinien. Qui n'est pas illégitime par ailleurs. Pas autre chose, pas une seule fois. Elle n'a pas pris la parole une seule fois pour parler des intérêts et de la défense des Français. La seule fois d'ailleurs où elle a pris la parole, c'est en effet sur la femme Boualem Sansal pour cracher sur la France. Donc oui, je suis désolée de vous le dire qu'aujourd'hui, je ne comprends pas comment cette femme a pu obtenir la nationalité. Je ne comprends pas comment elle peut encore d'ailleurs la conserver sans en être déchue alors qu'elle fait l'apologie du terrorisme. De sa nationalité, et oui, je pense que Rima Hassan, oui, ce qui est techniquement impossible. Ce qui est malheureusement aujourd'hui impossible depuis quelques mois seulement, qui aurait peut-être été possible il y a encore quelques mois, parce que nous avons là encore une loi qui est trop restrictive. Mais oui, c'est la démonstration, et M. Delogu en est aussi l'exemple, que nous avons une fabrication industrielle, de Français de papier qui aujourd'hui se retournent contre nous. Et Français de papier, ça veut dire aussi, Marion Maréchal, qu'on va commencer à faire le tri entre certains Français pour savoir qui mérite ou pas la nationalité. Jusqu'où peut-on aller dans la loi est la loi. Il ne s'agit pas ensuite de faire une différence face à la loi, mais indéniablement, il faut poser un diagnostic. On voit bien aujourd'hui qu'on a fabriqué une fois de plus de manière industrielle des gens qui ne se reconnaissent pas dans ce qu'est la France, qui n'aiment pas la France, qui ne veulent pas défendre les intérêts de la France, jusqu'à parfois se faire élire pour utiliser ce mandat contre elle. Donc oui, l'objectif étant derrière de ne pas recommencer cette erreur et de limiter évidemment l'obtention de la nationalité. Alors, il aime la France, par le seul droit du sang.
Ou la naturalisation. Il aime la France, il n'a cessé de le dire. C'est Boualem Sansal qui s'est engagé, qui s'est toujours engagé contre l'islamisme. Au sujet de l'islamisme, vous avez ciblé pour dénoncer leur pratique un établissement de Château-Chinon. Il s'agit de l'IESH, que vous avez qualifié, Marion Maréchal, de centre de formation des islamistes frères musulmans. Établissement dont on a récemment appris la dissolution prochaine par donc les services du ministre de l'Intérieur. Bon, la preuve aussi que les choses peuvent avancer. Écoutez, moi, ça fait 15 ans que je me bats contre les frères musulmans. Voilà. Je l'ai fait dans le cadre de l'école des frères musulmans de l'IESH et j'en suis très heureuse puisque je viens d'apprendre en effet que la dissolution était engagée. Je l'ai faite avec l'association Fémiso qui est aujourd'hui financée par le Parlement européen, là encore proche des frères musulmans. Je l'ai fait avec cette école de Valence dont il a été révélé par la presse que là encore, elle se met près des frères musulmans. Et je pense que d'ailleurs, cette confrérie l'a bien compris puisque systématiquement, ils me traînent en justice, ils portent plainte contre moi. En diffamation. Vous avez accusé l'association d'être affiliée à la confrérie islamiste des frères musulmans et ces derniers d'avoir le même objectif d'Al-Qaïda et de Daesh. L'objectif des frères musulmans est la conquête islamique de l'Europe et l'instauration d'un califat. Mais là, sur quoi se basent vos accusations ? Ça a été prouvé par la presse. D'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est qu'ils portent plainte contre moi alors qu'ils viennent de perdre leur procès en diffamation contre Charlie Hebdo, qui eux-mêmes les accusaient des mêmes incohérences. Voilà, et je pense qu'ils savent en effet que je ne me tairai pas, et donc ils cherchent à créer une forme d'intimidation, une forme de djihad judiciaire, si je puis dire, qui me pousserait à renoncer à ce combat. Mais je tiens à dire par ailleurs que non seulement je n'y renoncerai pas, et je suis plus motivée que jamais, mais d'autant plus quand je vois aujourd'hui le glissement j'ai envie de dire sur le plan même politique et électoral de cette influence islamiste. On voit aujourd'hui donc la France insoumise glisser vers un parti de plus en plus pro-islamiste et on voit même une forme d'axe un peu étonnant, un axe mélenchono-villepiniste, si je puis dire, puisque quand je vois d'un côté Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui... Oui, c'est la France humaniste. Exactement. Potentiel candidat à la présidentielle. Quand je vois d'un côté Jean-Luc Mélenchon faire l'apologie du voile dans une vidéo récente et monsieur Dominique Villepin expliquer qu'il ne voit pas de problème au voilage des petites filles, voilà, je vois une espèce de convergence pour des raisons peut-être de clientélisme électoral. Dominique Villepin, Jean-Luc Mélenchon, même combat sur ce plan-là. On a un islamo-gaullisme et un islamo-gauchisme, quoi. Donc on voit bien islamo-gaullisme. Excusez-moi, mais comment peut-on justifier aujourd'hui le voilage des petites filles, voilà, qui est même interdit dans un certain nombre de pays musulmans. Justifier, voilà. Est-ce qu'on peut dire que Dominique Villepin a justifié le voilage des petites filles ? Il y trouve toutes les excuses en expliquant que vous savez, c'est des pratiques culturelles, qu'il ne faut pas y donner trop de gravité et trop d'importance. Donc oui, je pense qu'il y a aujourd'hui, à travers pas seulement les frères musulmans, mais même d'autres courants comme le salafisme et autres, une influence politique qui dépasse la simple sphère finalement mélenchoniste et qui doit nous interpeller sur le fait que le rendez-vous de 2027 sera plus existentiel que jamais. Parlons justement de ce rendez-vous sur le plan politique. 74% des Français, en tous les cas des citoyens de droite, Marion Maréchal, veulent de la fameuse union ou alliance des droites que vous prônez aussi depuis un certain temps. Alors ce qui n'est pas forcément le cas de tous les chefs de partis concernés, je le rappelle, Reconquête, LR et le RN. Chacun pense pouvoir gagner seul. En réalité, est-ce que vous pensez vraiment que même chez les LR, quelqu'un va franchir le Rubicon ? Comme l'avait fait d'ailleurs Éric Ciotti. Merci de rappeler qu'en effet, depuis que je suis engagée en politique en 2012, j'ai toujours défendu cette idée de coalition des droites et je suis heureuse de constater, mais c'est pas nouveau d'ailleurs, que les électeurs partagent cette aspiration qui est selon moi, qui n'est pas une obsession en soi pour une fin en soi, mais c'est un moyen, le seul chemin que je vois pour réussir à rassembler 51% des Français. Aujourd'hui, le Rassemblement national est le premier parti du corps national, il est à 35% au premier tour. Mais est-ce que le RN est de droite ? Mais 35%, ça n'est pas 51%. Est-ce que le RN est de droite, alliance des droites ? Eux se refusent à cette appellation. En revanche, ce qui est indéniable, c'est qu'il y a aujourd'hui des convergences sur la question, par exemple, de la lutte contre l'immigration, la défense de la souveraineté française, qui devrait pouvoir nous rassembler. Vous avez dit que vous pourriez travailler notamment avec des personnalités comme Bruno Retailleau et d'autres. Mais moi, absolument, je considère qu'aujourd'hui, c'est une forme d'échec, selon moi, que Bruno Retailleau ait choisi plutôt de travailler avec le centre plutôt qu'avec le camp national. Il n'est pas trop tard pour changer cela. Et je pense qu'une fois de plus, c'est le seul chemin victorieux. C'est le chemin que nous montre d'ailleurs Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, dont tout le monde aujourd'hui... à qui tout le monde fait référence. Que tout le monde peut-être pas, mais en tous les cas dans votre droite, camp. Oui. À droite, mais même côté LR d'ailleurs, érige en modèle, qu'ils aillent au bout de ce modèle. Le modèle de Giorgia Meloni, c'est une coalition qui va du centre droit jusqu'à la droite nationale. Alliance des droites. Sarah Knafo se fait aussi le fer de lance cette union. Elle l'a dit hier chez Pascal Praud. Quand vous étiez à Reconquête, est-ce que ce sujet d'alliance des droites était un sujet de consensus ? Le problème, c'est quand j'étais à Reconquête, si vous voulez, c'est que moi j'étais face à Éric Zemmour et Sarah Knafo qui passaient leur journée à m'expliquer qu'il fallait taper prioritairement sur le RN et sur Jordan Bardella. Et ça a abouti à ce qu'ils présentent des candidats partout où ils le pouvaient aux élections législatives contre la coalition
RN, UDR. J'ai fait un choix contraire, vous le savez, c'est ce qui a conduit à la rupture, en soutenant la coalition. Donc je suis heureuse d'entendre ce discours, mais j'aime qu'il puisse se concrétiser par des actes. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que au-delà du premier tour de l'élection présidentielle, nous devons préparer une coalition élargie et structurée au moment des élections législatives commune déjà. Oui, bien sûr. Et moi, je vais vous dire, malgré ce qui peut aujourd'hui m'opposer à Reconquête, voilà, le désaccord qui a conduit à cette rupture, mon rêve dans l'absolu demain, c'est qu'il y ait évidemment une grande plateforme des droits qui puisse réunir les LR, Reconquête, le RN, l'UDR et même Dupont-Aignan et notre mouvement Identité-Liberté. Mais c'est une responsabilité. Mais crevons là, c'est d'abord parce que vous parlez de cette rupture avec Reconquête, ça fait quasiment un an, jour pour jour. Aujourd'hui, au RN, je ne sais pas si Jordan Bardella vous ouvre grand les bras. Est-ce que vous regrettez finalement cette décision d'être parti de Reconquête ? Non, déjà, je ne peux pas partir, j'ai été virée. Donc, on va dire qu'elle s'est un peu imposée à moi. Ça a le mérite d'être clair. Voilà, oui. mais je n'ai pas de regrets. Vous êtes tous d'accord sur la version de fait, je veux dire, tout le monde peut retrouver le fait que M. Zemmour m'a exclu, moi et les 3 autres vice-présidents, sur BFM le soir même. Je n'ai pas quitté Reconquête. Donc voilà, mais je n'ai pas de regrets sur le fait d'avoir défendu et fait le choix de l'union des droites avec la coalition RN-Ciotti. Je pense simplement qu'elle n'est pas suffisante, voilà, qu'elle doit être plus manifeste, plus structurée encore, plus élargie. Et j'espère que aujourd'hui, les chiffres de l'immigration convaincront M. Retailleau qu'il est prisonnier d'un bloc centriste qui le condamne finalement à l'impuissance et qu'il en tirera toutes les leçons. Et pour conclure, Marion Maréchal, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous avez des fidélités successives ? Reconquête Éric Zemmour, et puis Marine Le Pen, le RN, et puis peut-être demain Jordan Bardella plutôt que Marine Le Pen. Et moi, la principale, la fidélité que j'ai et qui m'importe finalement vis-à-vis des électeurs qui me font confiance, c'est celle pour mes idées. Et ça, je pense que tout le monde pourra m'accorder qu'elles n'ont pas changé depuis maintenant près de 13 ans que je fais de la politique, sur la question de l'union des droites, sur la question de l'identité, sur la question du libéralisme, sur la question des sujets de société. Et j'ai fait en sorte d'essayer de les défendre là où ça me semble le plus efficace. Voilà, donc je ne crois pas avoir manqué de cohérence, même si parfois ça a pu donner ce sentiment, peut-être parce qu'aussi je l'ai mal expliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, voilà, j'ai fait le choix d'être aux côtés du RN et de l'UDR parce que je n'ai qu'une seule obsession, la victoire en 2027. Et je pense que c'est quand je vois, par exemple, que beaucoup de LR ont été absents lorsqu'il s'est agi de voter au moment de l'Assemblée nationale sur la loi qui interdit le fait de pouvoir marier un clandestin, je m'en désespère parce que la situation est tellement grave. Il y a aujourd'hui 3 fois plus d'immigration que sous Lionel Jospin. Je ne sais pas si vous imaginez en 2024. Donc, je veux dire, on est au bord du gouffre. Que les gens puissent penser à leurs petits intérêts politiciens plutôt qu'à l'intérêt de la France me rend malheureuse. Voilà. À bon entendeur. Merci Marion Maréchal, c'était votre grande interview. À bientôt et bonne journée. Bonne journée.